C'est à tous et bienvenue sur Mi. J'ai pas de boîte entre les mains aujourd'hui, qu'on va parler d'un prototype, un jeu qui connaîtra une seconde édition et dont la campagne de financement commencera bientôt. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Bienvenue dans l'univers de Scholl, un jeu où survie, stratégie et coopération se rencontrent pour créer une expérience unique et mémorable. Conçu pour 1 à 4 joueurs, le jeu vous plonge dans un monde où l'obscurité est vivante, imprévisible et toujours menaçante. C'est un jeu à partir de 16 ans qui aborde des termes très matures. Le jeu combine des mécaniques profondes et immersives, dans une ambiance à couper le souffle, où chaque choix peut être crucial et chaque mouvement peut décider de la survie de votre équipe. Créé par Gabriel Porro, édité par Lunar Hawk Studio, avec des illustrations incroyables de Mirko Trissani, le jeu est autant une prouesse artistique que narrative. Chaque figurine, chaque carte, chaque tuile, tout est travaillé avec un soin incroyable. Chaque élément est là pour vous raconter une histoire. Les Shadows, les Erails, les redoutables Otherlords ne sont pas des simples obstacles, ce sont des ennemis imprévisibles, cruels, qui réagissent à vos actions et rendent la progression sur le plateau toujours tendue et pleine de suspense. En incarnant les scouts, vous allez gérer votre luxe, votre umbra, vos armes, votre équipement, tout en luttant contre des forces qui cherchent à vous submerger. Les mécaniques d'ombre de lumière ne sont pas là pour décorer. Elles dictent la stratégie, influencent les déplacements, et donnent au jeu un rythme unique et incroyable. La tension est constante. L'expérience se distingue aussi par sa profondeur thématique et sa richesse de mécanique. Chaque action, chaque événement est en accord avec l'histoire et avec le monde. L'univers du jeu est immersif comme rarement. La mécanique de corruption, de luxe, tout cela ajoute une tension constante. Au fur et à mesure de la campagne, vous allez pouvoir améliorer vos scouts, développer la citadelle, votre dernier refuge. Tout est conçu pour immerger les joueurs dans un monde impitoyable avec une narration fantastique. Tout renforce cette immersion et rend chaque partie mémorable, croyez-moi. Au fur et à mesure, vous allez débloquer de nouveaux équipements, de nouvelles règles, de nouvelles capacités. Tout cela pour vous permettre d'affiner vos stratégies pour les parties suivantes. Que vous soyez un amateur de coopératif intense, un joueur chevronné, Scholl offre un équilibre parfait entre profondeur, tension et satisfaction. Scholl n'est pas seulement un jeu. C'est une expérience complète et immersive. Chaque mission devient une aventure captivante et mémorable. Que vous jouiez seul ou en groupe, le monde de Scholl vous attire dans son obscurité. Il vous met au défi et vous récompense avec une tension constante, une narration riche et un plaisir stratégique incomparable. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu et son matériel. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une présentation des grandes mécaniques du jeu, que vous ayez une idée de ses tenants et ses aboutissants, savoir si le jeu vous correspond. C'est un jeu dantesque, avec une quantité énorme de matériel ainsi que d'heures de jeu. C'est une version prototype que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous parler du jeu et vous le présenter. Lorsque vous verrez cette vidéo, la campagne sera en cours, on ne devrait pas tarder à commencer, et vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça, et je vous y encourage fortement pour ce jeu qui est assez unique et épique. Bienvenue dans l'univers de Scholl, un jeu de science-fiction post-apocalyptique où la Terre est plongée dans une nuit éternelle. Scholl est un jeu coopératif, jouable en solo, jusqu'à 4 joueurs, centré sur l'exploration ainsi que le combat. Le jeu se structure en campagne, divisé en missions. À chaque mission, les éclaireurs doivent coordonner leurs actions de façon tactique pour accomplir des objectifs et défendre la citadelle contre l'invasion. Chaque mission représente une session d'environ 1 à 3 heures. Elles sont composées d'objectifs successifs à remplir. Terminer ces missions constitue le cœur même du jeu. Le jeu aborde des termes adultes qui peuvent déranger certaines personnes. Le jeu est réservé aux plus de 16 ans, donc si vous pensez que cela vous dérange, je préfère vous prévenir. Scholl est un jeu complexe, mais comme toute chose compliquée, il repose sur une suite de petites étapes simples. Vous aurez, dans le jeu, un démarrage rapide qui vous permettra de vous lancer le plus rapidement possible. Faisons un petit point sur l'histoire. Tout a commencé sur la Lune. Une masse d'ombre, appelée Scholl, s'est formée comme une marée noire et a fini par se déverser sur la Terre. Malgré les technologies avancées, les humains furent incapables de stopper cette invasion. Les ombres ont lentement englouti la planète, exterminant presque toute l'humanité. Le ciel s'est couvert de nuages si épais que la lumière du soleil ne pouvait plus traverser. Les survivants se sont réfugiés sur une île de lumière, aussi appelée la citadelle. Dernier bastion de l'humanité. Une énergie, appelée Lux, capable de détruire les ombres, fut découverte, mais trop tard. Protégés par d'immenses murs, les habitants de la citadelle ont peu à peu oublié le monde extérieur. Ils se sont enfermés dans des conflits politiques, culturels et économiques. Avec le temps, la société est devenue décadente, mélangeant superstition, archaïque, et technologies avancées, donnant naissance à de nouvelles castes. Seuls les scouts, explorateurs de l'inconnu, n'ont jamais oublié que la Terre appartient à l'humanité. Ils sont déterminés à la reconquérir. Dans ce jeu, vous incarnez l'un d'eux. Scholl vous permet de vivre l'histoire des scouts à travers une campagne composée de 13 missions. Il est recommandé de les jouer dans l'ordre, pour une immersion complète, même s'il est possible de les faire dans n'importe quel ordre. J'ai eu la chance de pouvoir faire les 2 premiers scénarios. Une fois la campagne principale terminée, des campagnes d'extension sont disponibles. Elles approfondissent l'univers et enrichissent la compréhension des événements. Chaque joueur va devoir choisir un éclaireur. Si vous jouez à moins de 4, vous sélectionnez un éclaireur par joueur. Vous ajoutez des cerveaux droïdes pour compléter l'équipe. Chaque éclaireur possède des capacités, des armes, des actions uniques. En général, les joueurs conservent le même personnage durant toute la campagne.
mais il est tout à fait possible d'en changer entre les missions. Vous avez le Pioneer. C'est l'éclaireur le plus haut gradé, leader naturel et vétéran. Il excelle dans la construction du Lightstream et reste polyvalent dans ses compétences. Il se spécialise dans la luminosité et la défense. Il commence avec un flash gun et une lanterne Night Digger. Sa difficulté est facile. Continuons avec la Ménade. Rapide et tranchante, c'est une experte du mouvement. Parfait pour les raids éclairs dans les terres de la nuit. Elle frappe directement au cœur de ses ennemis. Elle mise sur la mobilité et l'attaque. Ici nous avons le Cyclope. C'est un éclaireur lourd, idéal pour ceux qui aiment forcer dans la mêlée à coups de canon. Parfait pour les missions en première ligne, il protège efficacement ses alliés. Ses archétypes sont le combat, rapprocher, la dextérité. Il aura une lance de lumière et une lanterne en torche. Vous avez également The Breathless, spécialité du tir à distance. C'est une tireuse d'élite. Maîtresse du camouflage, elle élimine ses ennemis sans être repérée. Elle se concentre sur les armes luxe et la défense. Elle a un impulse canon et une gun torche. Voyons un petit peu les figurines, qui sont déjà de très bonne qualité comme vous le voyez. Vraiment, le matériel est assez incroyable. Il faut savoir que dans le jeu, on aura plus de 95 miniatures différentes. Il y aura 1150 cartes, presque toutes uniques, et elles seront illustrées. Le jeu vous propose plus de 60 heures de jeu, 450 illustrations, et plus de 100 000 mots d'histoire et d'événements. Comme vous l'avez compris, chaque éclaireur propose un style de jeu unique. À vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre façon de jouer, et de partir reconquérir la Terre. Vous avez ces plateaux de jeu, qui sont donc pour vos scouts. Ça s'appelle le Luxe Board. Il indique votre réserve de luxe, vos points d'action et vos points de mouvement. Vous allez pouvoir y placer les cubes bleus. Un sur la piste d'action niveau 0, un sur la piste de mouvement, et tous les autres sur la piste luxe. Vous voyez, ce sont les différentes pistes ici. Ensuite, chaque éclaireur va recevoir son arme et sa lanterne de départ. Ces cartes sont placées côté face visible. Elles représentent votre équipement de base pour la mission. Regardons un peu quelques cartes. Ce ne sont pas que des cartes de départ, mais que vous ayez une idée. Vous voyez cette direction artistique de qualité avec toutes ces cartes. Donc ce sont les équipements que vous allez trouver, les équipements de départ, et ce genre de choses. Encore d'autres cartes. Vous voyez, vous avez vraiment une variété assez incroyable. Chaque éclaireur possède également un paquet unique de 13 cartes. Vous les mélangez ou les placez face cachée près du plateau. Elles vous permettront d'effectuer des actions spéciales. Une fois utilisées, elles vont dans votre défausse. En fonction du nombre de joueurs, si vous jouez à moins de 4 joueurs, vous aurez des cerveaux droïdes. Qui vous permettent de compléter l'équipe. Un cerveau droïde est ajouté pour chaque éclaireur manquant. Contrairement aux éclaireurs, ils n'ont pas de paquet Light Shield propre, mais ajoutent leurs cartes au deck des joueurs. Ils possèdent un seul flacon de luxe, mais régénèrent de l'énergie à chaque tour. Il y a le droïde mobile qui est spécialisé dans les placements rapides, un qui est plus équilibré, qui est polyvalent mais capable d'utiliser des accessoires, un autre qui est plus axé sur la réparation et le soutien. Tous commencent avec la même arme et la même lanterne, mais leurs capacités diffèrent selon leur carte technologique. Avec votre équipe formée, vos plateaux prêts et votre équipement en place, la campagne peut commencer, la nuit éternelle vous attend. Les cerveaux droïdes, comme je vous le disais, ne possèdent pas de carte Light Shield. À la place, ils renforcent des éclaireurs. Leur fonctionnement est similaire à celui des éclaireurs. Au centre, ils ont un Luxe Board, ils indiquent la réserve de luxe, les points d'action et les mouvements. Vous allez placer des cubes bleus. Les cartes corps est placée sous le plateau. Elles sont les capacités spécifiques des cerveaux droïdes. Chaque cerveau droïde commence toujours avec un cerveau gun, un cerveau lanterne. Ces cartes sont placées à côté du cerveau droïde. Si vous jouez avec 2, la limite de cartes en main augmente de 1. Les seigneurs extérieurs perdent 1 point de vie par phase. Si vous jouez avec 3, en solo, la limite de cartes de main augmente de 1, les seigneurs extérieurs perdent 2, et vous gagnez également un flacon de luxe supplémentaire. Le jeu est très bien équilibré si vous jouez à moins de 4 joueurs. Ensuite, vous allez préparer les composants généraux. Vous allez placer le plateau citadelle. Vous avez plein de plateaux, comme vous le voyez. Vous avez plein de plateaux, je vous en ai mis une grande partie ici. La citadelle, il y aura une figurine, ou bien vous aurez ceci. Vous allez ajouter les cubes bleus qui seront les points de prospérité. S'ils tombent à 0, la partie sera perdue. À gauche de la table, vous installez les plateaux citadelle secondaires. Vous placez un jeton district sur chacun des espaces technologiques, pour un total de 9. Vous allez préparer des decks récompenses, imprimantes, statues, exploration et des decks de terrain, qui seront utilisés lors de la découverte de nouvelles zones. Vous avez également ici, comme vous le voyez, beaucoup de tuiles qui vont se placer sur le plateau au fur et à mesure. Vous les placez face lumineuse. À droite, vous positionnez le plateau des ombres. Ensuite, vous avez tous ces dés qui vont vous servir pendant la partie. Vous en avez de plusieurs sortes pour plusieurs actions différentes. Je vais faire un peu de place pour vous montrer ce manuel de mission qui, vous le voyez, est incroyablement fourni. Donc ça, c'est tout ce que vous allez trouver dans le jeu, avec les mises en place et tout ce genre de choses.
qui va vous permettre de découvrir cet univers totalement incroyable. Le manuel de mission est donc votre référence principale pour l'histoire et la mise en place du jeu. Il divise en deux grandes parties, une introduction qui comprend le prologue, la présentation, un glossaire pour comprendre l'univers et une histoire optionnelle qui introduit la campagne. Puis viennent les différentes missions, campagne principale, mission optionnelle, phase de développement des personnages et section de sauvegarde. Chaque mission aura un numéro de titre, un récit d'introduction, un résumé rapide, le niveau, le placement des composants, les codes de terrain, la liste du matériel, les ennemis présents, des mécaniques spéciales, le niveau de difficulté et des règles propres à cette mission. Pour ne pas trop vous gâcher de choses, je vais vous montrer la mission 1. Peut-être même la 2. Vous voyez, comme ça vous avez tout. Et ça c'est la mission 2 du coup. Là vous voyez les mises en place, les composants, les ennemis. Ça c'est pour le développement, je reviendrai un petit peu plus tard bien entendu. Avant de jouer, vous devrez suivre cette étape. Lire l'histoire ou consulter le résumé, préparer le plateau ennemi, créer la pile d'ombre, placer les composants, appliquer les effets de difficulté, lire les règles spéciales. Placer les decks, points d'intérêt selon le niveau de mission, installer le deck mission correspondant. L'histoire est essentielle à l'immersion. Si vous manquez de temps, un encadré résume les objectifs. Les cartes mission viennent enchérir la narration pendant la partie. Vous préparez également le plateau ennemi et vous allez y placer différents marqueurs pour suivre tout cela. Il y aura une pile d'ombre que vous placez selon le manuel. L'histoire continue, ne vous en faites pas. Vous allez préparer le plateau principal comme le schéma de mission. Vous placez la citadelle dessus. Ensuite, vous prenez chaque élément indiqué dans la liste des composants de la mission et vous le positionnez aux coordonnées précises montrées dans le manuel. Il suffit de suivre le plan. Il existe 3 types de territoires. Les terres du crépuscule, les terres oubliées et les terres de l'ombre. Chaque terrain possède un code qui correspond à une carte terrain et à 2 cartes exploration. On trouvera également des tuiles spéciales qui déclenchent des effets lorsque les scouts passent dessus. Points d'intérêt, dépôts de luxe, récompenses et dépôts d'umbra. Une fois les terrains sélectionnés, la carte du monde prend forme. Votre aventure peut continuer. Sur les territoires découverts, les scouts peuvent construire des installations pour aider leur progression. Ils placeront des jetons, ça va être des obstacles simples, ainsi que d'autres obstacles qui gênent le déplacement des scouts et des ombres. Vous installez les tuiles de l'I-Stream, elles forment des chemins lumineux qui facilitent les déplacements. Et vous avez ce genre de tuiles. De côté. Vous avez ensuite les singularités, ce sont les points d'apparition des ennemis. Elles sont placées de façon blanche visible, avec la flèche dirigée vers la citadelle. Et ainsi que des ombres non révélées. Vous les piochez au hasard, dans la pile, et vous les placez sur le plateau. Avant de commencer, vous choisissez votre niveau de difficulté. Citoyen, facile, éclaireur, moyen recommandé. Vétéran, difficile. La difficulté modifie les effets au début de la mission, les récompenses finales et le nombre maximum de tours. Il faut savoir qu'en mode éclaireur ou vétéran, la mort d'un personnage est définitive. Chaque mission peut bien entendu avoir des règles uniques. Prenez le temps de les lire avant de jouer. Quand tout est prêt, vous révélez la première carte mission, celle marquée de la lettre A, et vous appliquez son effet. Une fois tout en place, la mission peut commencer. En Scholl, chaque partie représente une mission complète. Vos objectifs sont simples mais cruciaux. Protéger la citadelle. Si ses points de prospérité tombent à 0, tout est perdu. Accomplir les objectifs, indiqués sur les cartes mission. Mais attention, plus le temps passe, plus les ombres deviennent puissantes. Il faut agir vite, avant qu'elles ne submergent tout. Chaque mission possède son propre deck de cartes. Vous le voyez là, ce sont les cartes des missions. Je vais un peu vous les montrer. Comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemble. Oui, il y a énormément de choses. Je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. Ce sont les cartes points d'intérêt. Chaque carte a le nom de la campagne, numéro de la mission, texte de progression, texte narratif, un effet immédiat et surtout l'objectif à remplir. Si vous voyez le mot victoire, la mission réussie. Vous lisez alors la conclusion dans le manuel. Comment se passe donc un tour de jeu? La partie se joue en tours successifs. Chaque tour est divisé en 2 phases. La phase des ombres, les ennemis agissent, suivi de la phase des éclaireurs, les joueurs jouent. Ces phases alternent jusqu'à la fin de la mission. Commençons par parler de la phase des ombres. Chaque tour commence par cette phase, qui est divisée en 6. Augmenter la menace, révéler les menaces, action du scénario extérieur, action des héros, action des ombres, génération de nouvelles ombres. Tous les effets début de la phase des ombres s'activent au moment d'augmenter la menace. Ces marqueurs représentent le numéro du tour. S'il dépasse le jeton mort, la mission est perdue. Vous révélez des menaces, cela ne s'applique que si la mécanique menace est active. Vous allez piocher des cartes menaces. Certains effets durent tout le tour, dans d'autres cas, la carte reste visible. À un moment d'avancer, vous piochez 2 cartes au lieu d'une. La pression monte, les ombres avancent, et vous devez tenir bon. Les seigneurs extérieurs sont les ennemis les plus dangereux du jeu. Ils arrivent toujours en état normal, avec une carte double face, normal et berserk. Un seigneur possède un niveau d'obscurité, plusieurs phases de vie, une piste de représailles et des effets critiques. Il aura un deck d'action. Vous allez préparer son deck. Vous mettez le dé d'obscurité sur la valeur maximale et vous placez un marqueur sur la piste de représailles.
Le seigneur extérieur agit avant tous les autres ennemis. À chaque tour, il pioche une carte action qui va définir ses déplacements, ses attaques, ses dégâts, sa zone d'impact, ses effets spéciaux ainsi que son armure. Il attaque s'il peut toucher un éclaireur, sinon il se déplace vers sa cible. Il attaque à nouveau si possible, puis applique l'effet de sa carte. Le seigneur avance, la terre tremble, et chaque erreur peut être fatale. Ils n'ont pas d'orientation fixe, ils choisissent toujours l'angle qui touche le plus de scouts. En cas d'égalité, ils ciblent celui qui possède le plus de luxe, puis le plus d'umbra. Lorsqu'ils attaquent, ils fonctionnent comme les ombres. Toutes les attaques ont des effets de zone. La citadelle ne subit jamais de dégâts dans ces moments-là. En se déplaçant, le seigneur détruira les stream, pousse tout ce qu'il rencontre, détruit les obstacles, ignore les autres obstacles. S'il atteint la citadelle, la mission est perdue. Le seigneur commence avec un niveau d'obscurité de 6. Les actions de révélation réduisent le niveau. Plus il est sombre, plus il est dangereux. Par contre, à chaque fois qu'il est touché, une carte réaction sera piochée. L'effet dépend de son niveau, son obscurité augmente et la piste de représailles progresse. Ces attaques peuvent survenir pendant le tour des joueurs, ce qui bouleversera complètement votre stratégie. La vie des seigneurs s'en divise en plusieurs étapes. Quand une barre de vie est vidée, la carte action actuelle est défaussée, il passe à la phase suivante et le combat devient plus intense. Le monstre apprend, il s'adapte, et chaque coup que vous lui portez, il le rend plus dangereux. Il se peut qu'avec certaines cartes mission, un nouvel ordre du seigneur soit révélé. Il n'attaque que si la piste de représailles est pleine. Il y a également des héros qui sont des ennemis d'élite. Contrairement aux autres ombres, ils traquent un éclaireur précis, sans jamais le lâcher. Chaque héros possède une carte double face, normale et renaissant, des points de vie, une armure, des dégâts, une zone d'attaque, un effet critique, un trait passif, une piste de représailles, une initiative. Toutes leurs attaques sont de zone. Vous placez simplement la carte sur le plateau ennemi. Ils chassent sans relâche, ils ne reculent jamais. Et quand ils vous trouvent, c'est la mort qui vous approche. Ils agissent après les seigneurs extérieurs, mais avant les autres ennemis. Ils attaquent s'ils peuvent toucher, ils se déplacent vers des cibles. Ils attaquent à nouveau si possible, ils appliquent leur trait passif. Ils n'ont pas d'orientation, ils utilisent l'attaque de zone. Si leur cible est dans la citadelle perdra 2 points de prospérité. Mais si la citadelle est simplement dans l'effet de zone, elle ne subit aucun dégât. Ils commencent avec un niveau d'obscurité de 4. Quand ils perdent tous leurs points de vie, ils passent en état reborn. Il est retiré du plateau, sa carte est retournée à mode reborn. Il revient en jeu avec de nouvelles statistiques. Ils ne meurent pas vraiment, ils renaissent, et chaque tour les rend plus dangereux. Lorsque vous arrivez à en vaincre un, vous le retirez du jeu et vous gagnez 5 umbras. Mais attention, ils peuvent également servir de point d'apparition. Il peut générer des ombres ou des obstacles autour de lui. Il comprend en diagonale selon le degré de gravité. Les ombres sont les ennemis les plus communs. Il en existe 3 types. Les non révélés et les révélés. Elles possèdent des points de vie, des dégâts, des zones d'attaque, des effets critiques, ainsi que des réactions spéciales. Elles agissent après les seigneurs et après les héros. Il est inutile de toutes les éliminer. Votre priorité reste de protéger la citadelle, d'accomplir les objectifs de mission. Les ombres avancent, la pression monte, mais chaque décision peut changer le destin de la citadelle. Elles se déplaceront suivant le guide de gravité, en fonction de l'axe alpha ou oméga, ou vers un éclaireur proche. Elles ne sautent pas par-dessus les singularités, les obstacles et les autres ennemis. Si elles tentent d'entrer dans la citadelle, elles sont détruites, mais la citadelle perdra la prospérité. En résumé, les ombres avancent sans relâche, contournent les obstacles, détruisent la lumière et tentent coûte que coûte d'atteindre la citadelle. Chaque pas qu'elles font rapproche l'humanité de l'extinction. Elles sont capables de sauter par-dessus certaines figurines, elles peuvent contourner, elles traversent normalement les terrains, installations, les jetons missions, les événements. Elles sont repoussées par les drones ou les livestreams. Il y a des ennemis volants dont vous devrez vous méfier. Ils ignorent les éclaireurs et drones sur leur trajectoire. Par contre, les ombres ne peuvent jamais traverser un livestream. Elles rebondissent. Un éclaireur passé sur un livestream le protège. L'ombre est forcée de le contourner. Après leur déplacement, elles attaqueront bien entendu. Si l'éclaireur est à portée, l'ombre attaque. Elle cible celui avec le plus de luxe, puis le plus d'umbra. On lance le dé ombre, touche, coup critique, touche affaibli ou échec. Les dégâts peuvent être bloqués. Quand un éclaireur révèle une ombre, son niveau d'obscurité tombe à 0. Elle déclenche une réaction automatique. Les ténèbres avancent, la lumière recule, et chaque pas compte. À la fin de chaque phase des ombres, de nouveaux ennemis apparaissent grâce aux singularités. Il existe 3 groupes, les circulaires, triangulaires et carrés. Vous allez vérifier sa couleur, vous lancez le dé correspondant. Chaque singularité génère le nombre indiqué. Si les 8 cases autour sont pleines, plus aucune ombre ne peut apparaître. Quand toutes les générations sont terminées, les effets fin de phase d'ombre s'activent, puis commence la phase des éclaireurs. Faisons un peu le tour de quelques cartes. Ça, ce sont quelques grandes cartes, pour que vous ayez encore une idée de comment tout est composé. Vous en avez aussi ici. Le matériel est vraiment incroyable. Hein. Vous voyez. On fera ça, ce sont les dés. Je vais un peu vous les montrer comme ceci. Ça, vous les voyez mieux. Vous voyez, en fonction de ce que vous devez faire, vous avez des dés différents. Ils sont de super bonne qualité. J'invite vraiment à aller voir ce jeu, c'est assez incroyable. C'est une expérience totalement unique. Je suis vraiment bluffé. Donc allez vraiment voir.
Au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne, vous trouverez de nouvelles règles pour rendre le jeu plus difficile et des mécaniques ennemies supplémentaires. Les menaces ajoutent, elles, des événements négatifs. En résumé, plus vous progressez, plus Shell s'adapte. Les ennemis évoluent, les dangers s'accumulent, et l'ennemi devient de plus en plus hostile. Vous trouverez également des ombres hyper shadow qui apparaîtront plus tard dans la campagne. Vous avez des nightmares qui augmenteront les statistiques des ombres et des héros. Des couloirs à double mouvement, des singularités modifiées. Plus vous progressez, les ombres fusionnent, deviennent plus fortes, apparaissent plus vite. Shell apprend, Shell évolue, et chaque mission devient plus dangereuse que la précédente. Après les ombres, c'est finalement le tour des éclaireurs. Leur objectif est de repousser les ennemis et d'accomplir la mission. Si votre paquet de Light Shield est vide, vous gagnez en corruption, vous effectuez un test, puis vous mélangez la défausse pour recréer votre deck. Il y a 6 sous-phases. Phase de production, les installations produisent, Umbra via les extracteurs, Lux via les synthétiseurs. Recharge des installations, les bâtiments utilisés sont remis en état de fonctionnement. Recharge du mouvement, recharge des actions. Les actions utilisées deviennent des points de mouvement, puis vous revenez à 3 actions. Rechargez les Light Seeds, vous pouvez défausser une carte, puis repiocher jusqu'à votre limite. Les accessoires donnent du bouclier. Les éclaireurs vont ensuite faire des actions. C'est le cœur du jeu. Chacun dispose de ses actions, pas d'ordre de tour. Tout se décide en équipe. Vous pouvez attaquer, utiliser des objets, interagir, vous déplacer librement. Chaque action coûte du luxe, réduisible avec les Light Shield. Un joueur peut passer s'il le souhaite. Quand tout le monde a joué, les effets de fin de phase s'activent, puis la phase des ombres recommence. Le combat continue, la lumière résiste, et chaque décision compte. Les éclaireurs sont les héros. Tout ce qui les concerne se trouve sur la carte. Vous trouverez le nombre de flacons de départ, la limite de cartes en main, le seuil de corruption, 2 archétypes parmi 10 disponibles, utilisés pour l'équipement et les événements. Le nom du personnage, ses effets critiques, ses points de mouvement, ses mouvements supplémentaires possibles et leur coût en luxe. Au dos se trouve leur version corrompue. Un éclaireur ne peut profiter des ressources que si le terrain est connecté à la citadelle par un live stream. Comme vous le voyez, je vous le disais, ce sont des tuiles qui se posent comme ceci, et vous allez en mettre différemment. Là, prenez pas en compte comment je les pose, c'est vraiment pour vous montrer que vous ayez une idée. Vous voyez, vous avez tous ces jetons également. Les streams sont essentiels car ils relient la carte, la citadelle et les installations et les éclaireurs entre eux. Votre carte définit votre puissance, votre style de jeu, vos limites et vos liens avec la lumière. Sans connexion, pas de ressources, sans lumière, pas d'espoir. Se déplacer ne coûte aucune action. Vous dépensez simplement vos points de mouvement. Vous possédez un nombre de déplacements gratuits qui sont rechargés au début de chaque tour. Vous pouvez payer du luxe pour obtenir des points supplémentaires. Vous déplacez uniquement en ligne droite, jamais en diagonale. Impossible d'entrer dans une case occupée. Entrer dans une case éclairée coûte 1 point. Entrer dans une case sombre coûte 2 points. Il vous fait gagner en corruption en fin de phase. Si vous en possédez, vous pouvez poser une tuile Light Stream. Si vous marchez sur une tuile, vous pouvez la remplacer. Une tuile sombre peut devenir lumineuse, sauf si un ennemi est adjacent. 2 éclaireurs adjacents peuvent changer leur place en dépassant 1 point. Vous allez trouver des obstacles, comme des tranchées de luxe, des dark conglomerate, des failles et des pics. Certains éclaireurs peuvent voler. Ils pourront voler de 1 point par case. Ils ignorent les obstacles, sauf les pics et seigneurs extérieurs. La lumière est votre chemin, l'ombre est votre risque. Chaque pas mal calculé peut vous coûter cher. Certaines tuiles offrent des bonus, qui vont soit coûter des points en moins, ou vous allez pouvoir subir des dégâts en moins, infliger des dégâts en plus. Attention, car s'il n'y a plus assez de tuiles, on retire la plus éloignée de la citadelle, à condition qu'aucun éclaireur ne soit dessus. On la remet dans la réserve, et on répète jusqu'à avoir assez de tuiles. Les points d'intérêt vous permettront de piocher des cartes. La carte choisie deviendra un nouvel objectif secondaire. Vous allez pouvoir gagner des récompenses via des cartes missions, ou en marchant sur une tuile trésor. Certaines tuiles vous donneront du luxe ou de l'umbra. Elles sont retirées après collecte. Les live streams ne servent pas à éclairer. Ils accélèrent, protègent, renforcent vos attaques, et relient le monde. Chaque pas posé peut révéler un danger ou un trésor oublié. Dans Shell, presque toutes les actions proviennent de vos équipements ou de vos cartes. Certaines actions sont gratuites et ne coûtent pas de points d'action, mais peuvent demander du luxe ou des ressources. Le déplacement, la collecte et l'usage des Light Shield ne comptent pas comme des actions. Vous allez pouvoir obtenir des plans, révéler des ombres, attaquer avec vos armes, ou des attaques surchargées ou réparer l'arme. Les terrains vous permettront de découvrir, construire, explorer, déployer, soigner la corruption, obtenir des boucliers. La citadelle, de déposer de l'umbra, de soigner la corruption, d'utiliser des technologies, d'activer les imprimantes. Les cerveaux droïdes peuvent quant à eux faire les mêmes actions que les joueurs, mais leur luxe peut être payé par n'importe quel éclaireur. Les lanternes, elles, définissent combien de live stream vous obtenez, le coût en luxe et la zone d'éclairage. Le nombre d'ennemis révélés, les effets surchargés et sa durabilité et ses coûts en réparation. Un éclaireur ne peut équiper qu'une lanterne qui partage au moins un archétype avec lui. Votre équipement définit vos possibilités. Chaque choix d'action peut éclairer le chemin ou déclencher le chaos. Avec les lanternes, vous avez les plans pour créer des chemins lumineux. Vous allez pouvoir reveal, la plupart des ennemis arrivent dans l'ombre. L'action de reveal vous permet de les éclairer. Le reveal surchargé, avec certaines lanternes, elles offrent un reveal overlord. C'est une zone plus large, un coût en luxe plus élevé et le risque de casser la lanterne. La différence majeure, c'est les live streams posés sont toujours lumineux, même près d'un ennemi. Plan prépare le terrain, reveal révèle les monstres, overlord amplifie, mais au prix du risque. La lumière est votre arme, mais trop l'utiliser peut la briser.
L'équipement peut être endommagé par les ennemis ou certaines cartes, vous pourrez le réparer. Chaque arme indique ses dégâts, son coût en luxe, sa zone d'attaque, ses effets spéciaux, sa version surchargée, sa durabilité, son coût de réparation. Comme pour les lanternes, vous ne pouvez équiper qu'une arme partageant au moins un archétype avec votre éclaireur. Votre équipement est puissant mais fragile. Le surcharger peut sauver une mission ou vous laisser sans défense. À vous de choisir, prendre le risque ou jouer la sécurité. L'attaque est votre moyen principal d'éliminer les ombres. Pour attaquer, vous payez une action, payez le coût en luxe de l'arme, choisissez une cible dans le gabarit et vous lancez un dé éclaireur. Vous voyez, vous avez différents gabarits à chaque fois en fonction des équipements et de ce qu'ils font. Certaines armes avancées utilisent le dé bleu. Ils touchent des ennemis plus obscurs, peuvent frapper plusieurs cibles et infliger plus de dégâts. Vous éliminez si les dégâts sont supérieurs à la vie, sinon il est blessé, mais se soigne à la fin du tour. Vous récupérez des récompenses, bien entendu. Certaines armes vous permettent de faire des attaques overlord, plus puissantes, plus coûteuses, avec un risque de casser l'arme. Vous lancerez un dé de fatalité. Plus l'ennemi est dans la lumière, plus il est vulnérable. Mais forcer votre équipement peut vous sauver ou vous condamner. Dans Shoal, chaque tir compte. Les terrains sont des tuiles de 2 par 2 qui représentent des avant-postes et des structures. Chaque terrain possède une carte terrain et des cartes exploration. Vous pourrez découvrir un terrain s'il est connecté à la citadelle et s'il n'y a aucun ennemi. L'action de découvrir vous permet de débloquer de nouvelles actions et de révéler les secrets de Shoal. Vous pourrez construire des installations, maximum un type, lorsque vous avez découvert un terrain. Pour construire, vous dépensez une carte ou défaussez 3 cartes et vous bloquez l'action de construire, puis vous placez l'installation. Il y en a 6 types. Certaines débloquées par la campagne, d'autres par l'alignement de la faction. Chaque installation a un nom, une icône, un effet. Certains sont passifs, d'autres activables. Découvrir offre des possibilités. Construire renforce votre camp. Chaque terrain devient un bastion de résistance. La lumière avance, case après case. Explorer vous permet d'approfondir le terrain. Vous allez prendre la carte exploration correspondante. Toujours la version A en premier. Certaines cartes vous proposeront un challenge. Les explorations permettent de progresser auprès des factions. Ces choix façonnent votre avenir dans Shoal. Vous allez soigner votre corruption. En résumé, explorer c'est choisir. Choisir c'est changer le monde. Chaque décision trace votre destin dans l'obscurité de Shoal. Dans Shoal, tout se fabrique grâce aux imprimantes. Vous allez pouvoir en déployer. Le terrain doit être connecté à la citadelle, vous dépensez des actions et défausser des cartes. Vous allez pouvoir imprimer les objets par tous les joueurs jusqu'à la fin de la mission. Chaque objet indiquera son coût en Umbra, quand il peut être utilisé, son effet, son niveau, son type de terrain. Les objets restent dans votre inventaire après la mission. Si vous êtes dans ou connecté à la citadelle, vous pourrez imprimer un objet, soigner votre corruption, déposer ou récupérer de l'Umbra. Le terrain forge vos outils. La citadelle les rend réels. Vous construisez l'espoir pièce par pièce. Les cartes technologiques se débloqueront via l'alignement de la faction. Chaque carte aura un niveau, quand elle peut être utilisée et son effet. Il y a 2 types, les actifs et les passifs. La citadelle centralise vos ressources, les technologies façonnent vos stratégies, les accessoires deviennent vos atouts secrets. Dans Shoal, la préparation fait la différence. Vous pouvez également échanger et défausser. Je vous rappelle que quand un cerveau droïde doit payer du luxe, n'importe quel éclaireur peut payer à sa place. Les Light Shield, eux, ce sont vos compétences. Chaque éclaireur commence avec 13 cartes. Une carte peut servir à activer un effet principal, utiliser un effet alternatif, bloquer des dégâts. Les Light Shield sont votre survie, vos bonus, vos boucliers. Bien les utiliser, c'est faire la différence entre la lumière et l'extinction. Au début de la campagne, vous n'aurez accès qu'aux plus faibles, mais plus vous progressez, plus vos pouvoirs deviennent puissants. Les actions gratuites de soutien et spéciales n'ont pas de limite. Chaque éclaireur possède une carte unique extrêmement puissante. Sa force dépend du niveau de la citadelle. Les Light Shield évoluent avec vous, ils sont votre force, votre défense, votre adaptation. Mais mal gérés, ils peuvent vous trahir. Dans Shoal, le luxe représente votre vie et votre énergie. Quand vous subissez des dégâts, pour chaque point, vous perdez un luxe ou gagnez un corruption, ou un mélange des deux. La corruption fait qu'un cube bleu devient un cube rouge dans votre flacon de luxe. Corruption correspond au nombre de cubes rouges. Quand un flacon tombe en 0, s'il en reste un autre, vous passez au suivant. Vous le remplissez à 8 luxe. Un éclaireur est totalement corrompu. S'il rate un test, vide son dernier flacon. Tous ses cubes sont rouges. À ce moment-là, l'ombre prend le dessus. La lumière est votre vie, l'ombre est votre poison. Chaque choix compte. Perdre de la luxe ou perdre votre âme. Dans Shoal, la vraie bataille se joue à l'intérieur. Quand un éclaireur bascule, son flacon passe à 8 cubes rouges, il perd tous ses boucliers, et sa carte est retournée sur le côté que je vous ai montré plus tôt. Les avantages, ce sont de nouveaux effets critiques, attaques et révélations surchargées sans coût en luxe, déplacement en zone sombre. Mais, main de carte réduite, mouvement réduit, toute nouvelle corruption devient perte de luxe. Impossible d'opposer du livestream et ou d'obtenir des boucliers. On devient plus fort, mais on brûle ses dernières forces. La corruption est un pacte dangereux. Puissante, immédiate, risque de mort définitive. C'est votre dernier souffle. À vous de décider comment l'utiliser. Chaque partie se termine par une victoire ou une défaite. La mission est perdue si le marqueur dépasse le jeton de mort, plus de la moitié des éclaireurs sont morts, la prospérité de la citadelle tombe à 0. L'objectif indique défaite. En cas d'échec, vous pouvez recommencer, ou continuer la campagne avec pénalité. La mission est réussie si aucun échec est déclenché, si l'objectif victoire est accompli. Vous accédez alors à la phase de développement. Avant d'évoluer, vous remettez tout en ordre. Vous réparez l'équipement, vous enlevez les boucliers, si vous êtes corrompu, vous videz le luxe, vous déposez tout l'ombra à la citadelle. Il ne restera sur la table que les plateaux joueurs et la citadelle. Ensuite, vous lirez la conclusion scénaristique, appliquez les récompenses, ajoutez l'ombra selon la difficulté. La mission est terminée, les survivants reprennent leur souffle, mais la guerre contre Shoal ne fait que commencer.
Après chaque mission, l'escouade retourne à la citadelle. C'est ici que commence la phase de développement. Vous soignez vos blessures, améliorez votre équipement, entraînez vos scouts et vous renforcez la technologie de la citadelle. Vous gagnerez des points d'alignement et vous ouvrirez l'arbre de développement. Tout combat gagné sert à débloquer de nouveaux districts, à activer leur action. C'est aussi le meilleur moment pour sauvegarder la campagne. L'arbre est divisé en 3 paliers liés à la progression de la campagne. Vous allez débloquer des districts et vous pourrez utiliser des actions. La citadelle se renforce, les éclaireurs s'endurcissent, et pendant que vous progressez, Shell vous observe. Faisons un petit peu le tour de tout ce matériel. Donc là, on les a vus. Ça, on l'a vu. On va encore un peu regarder ces cartes-là. Vous voyez, comme ça, vous avez vraiment une idée de tout ce que ça propose. Vous voyez, c'est très riche en texte, en mécanique. Le jeu est vraiment dense. Le livret de règles fait une 50aine de pages, si je me rappelle bien. Il y a tout qui est bien expliqué, mais vous avez énormément d'informations. Nous avons aussi ces petites cartes. Vous voyez, ça je vous l'ai montré. On va regarder cela. Vous avez également des statuts. Des cartes qui vous amènent des bonus, des malus. Enfin, c'est extrêmement riche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va bientôt passer à mon avis. Avant de passer à mon avis, si cette vidéo vous a plu, vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire. Ça me permet de continuer à vous en proposer et ça fait vivre la chaîne. Sur ce, passons à mon avis. Il existe des jeux que l'on sort pour passer un bon moment, et d'autres qui vous happent, vous mettent à l'épreuve, et vous laissent une trace durable. Shoal appartient clairement à cette seconde catégorie. Ce n'est pas un jeu que l'on lance à la légère un soir de semaine, c'est une expérience, un voyage oppressant dans un monde en ruine, où chaque décision peut coûter la vie à un personnage, ou condamner l'humanité entière. Dès les premières minutes, le ton est donné. La citadelle, dernier bastion de l'humanité, est encerclée par des forces obscures qui ne cessent de se renforcer. Les joueurs incarnent des scouts, envoyés au-delà des murs pour protéger les ombres, explorer les terres inconnues et tenter, mission après mission, de préserver ce qui reste de civilisation. Mais dans Shoal, survivre est déjà un exploit. Shoal réussit quelque chose de rare, maintenir une pression constante du début à la fin de la partie. Le système d'alternance entre phase des ombres et phase des scouts crée un rythme implacable. Chaque tour est un compte à rebours. Lorsque vient la phase des ombres, le jeu reprend le contrôle. Les ennemis avancent mécaniquement vers la citadelle, des renforts apparaissent, des effets négatifs se déclenchent. On regarde la piste de menace progresser lentement mais sûrement. Et on sent la défaite se rapprocher. Il ne s'agit pas d'une simple phase automatisée. Chaque mouvement peut créer une situation critique, isoler un scout ou ouvrir une brèche fatale. Puis arrive la phase des scouts, au moment où les joueurs respirent à peine. Car c'est là que commencent les vrais dilemmes. Dépenser de la luxe pour attaquer, éclairer une zone obscure au risque de se rapprocher de la corruption, construire une installation utile, ou secourir un coéquipier en danger. Chaque choix est lourd de conséquences. Il n'existe jamais de décision évidente. Tout est compromis, arbitrage, sacrifice. Shoal excelle dans cet art de vous faire sentir responsable de vos échecs. Quand un scout meurt, on sait exactement à quel moment on aurait pu agir autrement. Ce qui impressionne le plus, c'est la cohérence absolue entre ses mécaniques et son univers. Rien n'est gratuit. La luxe n'est pas une ressource, c'est votre vie, votre énergie, votre souffle. Plus vous agissez, plus vous vous exposez. Vous devez littéralement brûler votre force vitale pour sauver le monde. Et cette mécanique, simple sur le papier, devient rapidement un moteur émotionnel puissant. On hésite à utiliser ces dernières unités, non pas parce que c'est inefficace, mais parce qu'on sent le personnage au bord de l'épuisement. La corruption est sans doute l'une des meilleures idées du jeu. Elle n'est pas juste punitive, elle transforme votre scout. Plus vous vous corrompez, plus vous devenez puissant, et plus votre fin se rapproche. Ce système rappelle les tragédies classiques. Le héros gagne en force auprès de son humanité. Certains joueurs choisissent même volontairement de s'approcher de la corruption pour profiter de ses avantages, créant une situation narrative incroyablement forte. Les ennemis eux-mêmes racontent quelque chose. Les ombres se renforcent si on les élimine trop souvent. Les seigneurs extérieurs sont presque indestructibles. Les héros chassent les joueurs comme des prédateurs. Le jeu vous rappelle constamment que vous êtes en infériorité numérique, technologique et stratégique. Soyons clairs, le jeu est complexe. La première partie peut être longue. Le livret de règles devient un compagnon permanent. On oublie des effets. On réalise après coup qu'on a mal appliqué une règle. Mais cette complexité n'est jamais gratuite. Elle sert à la profondeur du jeu. Une fois la logique assimilée, tout devient étonnamment fluide. Chaque symbole a du sens, chaque étape est justifiée. On commence à anticiper les mouvements ennemis, à optimiser ses déplacements, à coordonner les actions d'équipe. La sensation de progression du joueur est réelle. Après quelques missions, on se surprend à analyser la carte plus efficacement, à gérer la luxe avec parcimonie, à prévoir plusieurs tours à l'avance. Shoal ne vous prend pas par la main, mais il vous récompense si vous persévérez. Le jeu ne se joue pas dans son coin. Il n'y a pas de tour strict. Les joueurs agissent ensemble, discutent en permanence, débattent. Qui doit attaquer, qui éclaire, qui se sacrifie pour attirer un ennemi loin de la citadelle. Cette absence de structure rigide renforce l'immersion. On a vraiment l'impression d'un groupe de survivants improvisant face au chaos. Parfois les discussions sont longues, tendues, presque émotionnelles. Faut-il risquer la mort d'un scout pour sauver la citadelle? Est-ce qu'on acceptera la corruption pour faire gagner du temps? Shoal n'est pas un jeu où l'on optimise seul, c'est un jeu
que l'on porte collectivement le poids de ces décisions. Il est conçu comme une campagne, au choix les traces durables, les terres explorées, les décisions prises lors des cartes exploration, le développement de la citadelle, tout influence la suite. Certains groupes privilégieront l'exploration, d'autres la défense. Certains miseront sur la technologie, d'autres sur la puissance brute. Les embranchements narratifs donnent envie de recommencer pour voir ce qui se serait passé si... Le jeu ne vous pousse pas à refaire une mission pour optimiser, il vous donne envie de rejouer pour découvrir. C'est une énorme différence. C'est un jeu de gestion de risque, en partie. Vous devez constamment arbitrer entre le court terme et le long terme. Dépenser maintenant pour la survie, ou économiser pour la mission suivante. Tuer un ennemi dangereux, ou le laisser en vie pour éviter qu'il ne se renforce. Chaque choix crée un effet domino. Les joueurs expérimentés comprendront vite qu'il est parfois préférable de ne pas tuer certaines ombres. Une idée contre-intuitive, mais brillamment intégrée dans le système. La citadelle est un élément central, c'est votre base, votre dernier refuge, mais aussi un gouffre à ressources. Faut-il investir dans son développement ou garder l'Umbra pour le terrain? Rien n'est jamais évident. Le jeu s'adresse clairement à un public averti, pour joueurs passionnés, groupes réguliers, amateurs de narration sombre, fans de jeux coopératifs exigeants. Il demande du temps, de l'engagement, de la concentration, mais dans tout cela au centuple. Le jeu peut être long, exigeant, parfois brutal. Il ne pardonne pas les erreurs, mais c'est précisément ce qui fait sa force. Il impose son univers, il vous met face à des choix inconfortables, il vous force à accepter des conséquences. Shoal n'est pas un simple jeu de société. C'est une expérience narrative intense, un survival coopératif sans concession, un voyage dans les ténèbres où chaque victoire a un goût amer. Si vous cherchez un jeu qui vous marque, si vous aimez les univers sombres, si vous voulez une campagne qui compte vraiment, alors Shoal mérite votre attention. Un jeu difficile, un jeu exigeant, un jeu mémorable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous redis, allez découvrir ce jeu. C'est vraiment ce qu'on appelle une pépite cachée ou une hidden gems en anglais. Il est incroyable et j'ai fait que les 2 premières missions. J'ai hâte que le jeu soit disponible. Je ne vous cache pas. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.